Votre téléviseur n'est pas en panne. Bienvenue en 2033. Nous vous recommandons de rester à l'ombre et de vous hydrater en buvant du Pactia. Contemplez votre futur. Un monde où règne l'harmonie. Un monde où tout est sous contrôle. Un monde où chacun est à sa place. Me touchez pas! Nathan, tu vois pas que c'est notre destin? Tous les deux. On était promis à un destin extraordinaire. Sans vouloir vexer nos amis, ils comprennent pas. Située entre l'Égypte et la Jordanie, une cité à 500 milliards de dollars guidée par la science et la robotique. C'est donc le projet de Neom. Là-bas, Internet sera considéré comme de l'ère numérique, la ville administrée par un e-gouvernement et l'éducation dispensée en ligne. À la baguette de ce rêve fou, c'est le prince héritier Mohamed Ben Salman, baptisé MBS. Vous savez, c'est plus moderne. Mais oui, MBS, c'est comme ça qu'on l'appelle, le prince, qui est un fervent défenseur de 30 ans d'une nouvelle vision de son pays. Son objectif, c'est de faire passer de l'ère de l'économie pétrolière à l'ère des nouvelles technologies. Et d'ailleurs, il l'a annoncé la semaine dernière lors du Forum international de Riyad à grand renfort de communication. Son projet Neom, il a annoncé dans son discours qu'à Neom, il y aura plus de robots que d'habitants. Et bien ça tombe bien, puisque l'Arabie Saoudite a aussi la semaine dernière donné la première citoyenneté à une humanoïde. Regardez, elle s'appelle Sophia, elle est composée de silicone et d'électronique, et c'est donc le premier robot citoyen, Sophia, qui est donc maintenant au royaume la seule à être autorisée à se déplacer sans voile. Paradoxe. Eh ben, non. Pour l'instant, ça reste une e-démocratie quand même. Oui, pour l'instant, ça reste une démocratie virtuelle. Un joli sourire, Sophia.
Et elle parle bien et intelligemment. Elle a le sens de la répartie. Vous regardez trop de films hollywoodiens. Soyez correct avec moi et je serai correct avec vous. Sophia est la vedette d'un salon high-tech en Arabie Saoudite. Un robot doté d'une intelligence artificielle sous la peau de silicone. Il n'y a que de l'électronique. Sophia est la dernière coqueluche du royaume, au point de se voir offrir la citoyenneté saoudienne par le roi Salman. Je voudrais remercier le roi. C'est historique d'être le premier robot dans le monde à être reconnu comme citoyen. Quelle que soit la religion dont nous sommes adeptes, le faux messie, le Dajjal, Antéchrist, sera l'épreuve ultime que Dieu donnera à l'ensemble de l'humanité afin de sonder la foi des croyants et parachever son œuvre. Que nous racontent les récits et les textes sacrés sur cette période? Les trois grandes religions monothéistes ont une histoire commune. L'eschatologie musulmane, chrétienne et juive révèle l'avènement d'une figure extrêmement puissante, charismatique et séductrice qui changera la face du monde tant son influence s'étendra à travers la planète. Nommé Antéchrist ou Antichrist par les chrétiens, il trouve son équivalent sous le nom de Dajjal, l'imposteur, chez les musulmans, tandis qu'il est présent à travers la notion de faux messie dans le judaïsme. Nombre de personnalités, d'entités ou de systèmes d'organisation ont été assimilés à l'Antéchrist ou à la préparation de son avènement au cours des siècles jusqu'à nos jours. D'innombrables textes et récits religieux évoquent les signes de l'apparition de l'Antéchrist et les conditions de son règne à la fin des temps. Un règne qui précédera la venue du véritable Messie, dont l'une des missions consistera à mettre fin à son hégémonie. On retrouve des caractéristiques communes chez ce faux Messie dans les trois grandes religions monothéistes, dans la façon dont il séduira, contrôlera et soumettra l'humanité. Tout d'abord, à travers des actes miraculeux de diverses natures, les hadiths nous révèlent qu'il guérira l'aveugle et le lépreux et fera ressusciter les morts. Selon la Bible, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il séduira également le monde par l'instauration d'un paradis artificiel qui sera perçu comme un véritable havre de paix et de sécurité. Les valeurs seront inversées à l'époque du faux Messie qui présentera au monde le paradis comme l'enfer et l'enfer comme le paradis. L'Antéchrist exercera sa domination sur les hommes grâce à un contrôle total de notre économie, mais aussi de notre environnement. La Bible nous explique, en parlant de la bête qu'elle assimile à l'Antéchrist, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » La maîtrise par le Dajjal des forces de la nature et du climat par lesquelles il exercera son chantage nous est évoquée dans un hadith. Et parmi ces épreuves, il y a celle où, quand il passera près d'un peuple et qu'ils refuseront de croire en lui, rien ne demeurera de leur troupeau, mais tout périra. Quand il passera près d'un peuple qui croit en lui, il commandera le ciel et il pleuvra, il commandera la terre et elle fera pousser sa végétation. Grâce à tous ses pouvoirs, l'Antéchrist exercera son hégémonie sur le plan international et établira un système religieux universel auquel se sera soumis l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'indique clairement la Bible quand elle affirme « Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Benjamin Netanyahou s'était envolé le 22 novembre dernier à bord d'un jet privé accompagné du chef des services de renseignement extérieur israélien, le Mossad, Yossi Cohen, pour se rendre à Neom, la ville futuriste située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, non loin de la frontière avec Israël. Il y avait rencontré Mohammed Ben Salman, prince héritier saoudien, en présence du secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, qui achevait une tournée au Proche-Orient. Si le prince héritier a fait plusieurs fois et secrètement le même trajet en sens inverse pour se rendre à Tel Aviv, c'était la première fois qu'un premier ministre israélien se rendait en Arabie Saoudite. Les discussions auraient porté sur une future normalisation des relations entre Israël et l'Arabie, ainsi que sur l'attitude à adopter face à l'Iran, leur ennemi commun. Cependant, pour ne pas s'attirer les foudres de l'opinion publique saoudienne, en raison de la question palestinienne notamment, Mohammed Ben Salman ne souhaite pas encore normaliser les relations avec Israël. En attendant, il recourt aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et au Soudan, comme plaque tournante pour renforcer son partenariat tacite avec Tel Aviv. En effet,
La normalisation est une étape nécessaire à la poursuite du projet NEOM, auquel Mohammed Ben Salman compte bien intégrer Israël. Cette normalisation permet à Israël et à l'Arabie Saoudite d'établir une alliance économique. Tel Aviv peut s'avérer être un partenaire non négligeable dans le projet Vision 2030 et apporter sa technologie, son expertise et son innovation dans les domaines de cybersécurité, d'intelligence artificielle et de big data pour aider le royaume saoudien à tourner la page de sa dépendance à l'or noir. De son côté, Netanyahou pourra se targuer d'avoir noué des relations économiques et diplomatiques avec l'Arabie Saoudite sans faire de concessions territoriales aux Palestiniens. Quoi qu'il en soit, la création de ce projet gigantesque ne sera possible qu'avec une reconnaissance de Tel Aviv par l'Arabie Saoudite. Des dialogues secrets ont été effectués entre Tel Aviv et Riyad sur la participation d'Israël au projet NEOM. Situé à moins de 300 km d'Israël, NEOM favorise le partenariat entre les deux pays grâce à la création d'un Silicon Wadi, israélo-saoudien, calqué sur le modèle de la Silicon Valley américaine, et permettra aux Israéliens de se rendre plus facilement en Arabie Saoudite pour y faire des affaires ou du tourisme religieux ou culturel. De plus, NEOM sera administrativement autonome. Cela signifie qu'elle ne dépendra pas de l'administration saoudienne sous l'influence des chefs religieux. Du point de vue stratégique, l'intégration d'Israël au projet NEOM est un point attractif pour les investisseurs dans la mesure où il permet de contourner le canal de Suez et de servir d'ouverture sur la Méditerranée pour le commerce international. Point non négligeable dans un monde multipolaire. Selon des images diffusées par l'agence de presse saoudienne, le roi Salman Ben Abdelaziz a effectué la prière de l'Aïd à NEOM, la désormais célèbre mégapole futuriste 500 milliards de dollars en cours de développement sur la mer Rouge. Une image incroyable quand on sait que le royaume abrite les deux lieux saints de l'islam, que sont la Mecque et Médine, et qui signifie, pour qui sait lire entre les lignes, que NEOM est loin de n'être qu'une mégacité ultra connectée. En effet, avec cet acte symbolique fort, le souverain saoudien confère à cette ville une dimension spirituelle loin d'être anodine. Cela valide une nouvelle fois la thèse de Yahya Gouasmi, qui ne cesse d'expliquer l'enjeu eschatologique de ce lieu qu'a choisi Iblis pour réaliser son défi. Que Dieu préserve notre humanité tout entière du projet néfaste que le malin a préparé et qu'il a demandé un temps pour le réaliser. Dieu a voulu que nous soyons de ce temps et nous allons voir se réaliser le projet d'Iblis NEOM et faire parler les robots. NEOM est-elle sur le point de devenir la nouvelle Qibla? Est-elle le nouveau lieu saint de la religion de ceux qui ont pris l'intelligence artificielle pour divinité? Ce qui est sûr, c'est qu'en clôturant officiellement le mois béni de Ramadan à NEOM, le souverain saoudien envoie un message fort au monde concernant les véritables enjeux de cette ville. Samsung a présenté des avatars virtuels le 7 janvier dernier, lors de l'ouverture du salon technologique CES, Salon de l'électronique grand public de Las Vegas. Baptisé Néon, il s'agit d'êtres virtuels créés sur ordinateur, qui ont la capacité de montrer des émotions et de l'intelligence. Dans le droit fil d'une stratégie marketing bien huilée, des informations sur ce projet ambitieux de Star Labs, la filiale californienne du géant sud-coréen, avaient fuité depuis plusieurs jours. Contrairement aux assistants à base d'intelligence artificielle, les néons ne sont ni des robots avec la science infuse, ni des androïdes, ni même des copies d'humains. Ce ne sont pas non plus des interfaces auxquelles on demande la météo. Mais les néons font la conversation et sympathisent comme de vrais êtres humains, précise Star Labs. Grâce à l'apprentissage automatique, cet outil est censé assimiler l'apparence des êtres humains, leur façon de se comporter et d'interagir, pour ensuite générer des avatars dont la personnalité évoluera au fur et à mesure des interactions. Les interactions avec les avatars devraient se faire sur écran, en réalité augmentée, ou avec des casques immersifs. Mais Samsung a donné peu de détails concrets sur ces humains artificiels.
crevices. It just would have been over. Don't think there's any sense of risking lives on what would now be a recovery effort. I'm sorry. It's too dangerous. I'm sorry. Robot qui monte une maison 20 fois plus vite qu'un maçon. Un robot coupeur de vignes, agile, rapide et précis. Ou encore 2 bras articulés pour vous cuisiner un dîner. Nouvelle tâche, nouvelles compétences.
car malgré les apparences, Google dispose de sérieux atouts dans la poursuite de ce qui ressemble à une chimère. D'abord, la société bénéficie d'immenses ressources financières, environ 50 milliards d'euros, cash. Ensuite, sa renommée lui permet d'attirer les esprits les plus brillants. Elle a embauché l'ancien patron de Genentech, Arthur Levinson, spécialiste des biotechnologies, pour diriger le projet. Et l'ingénieur Ray Kurzweil y croyait lui aussi, avant même de rejoindre Google. On va avancer petit à petit en guérissant différentes maladies, en renversant le processus de vieillissement, et tout cela est faisable, on étendra la longévité humaine. Et quand Ray Kurzweil annonce qu'une forme d'immortalité pourrait être accessible dès 2045, on ne rigole pas. C'est lui qui avait affirmé dès 1999 qu'à l'horizon 2010, il existerait des téléphones qui répondent aux questions ou des voitures sans chauffeur. Et sa vision est partagée par des médecins. Il est possible que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui auront à peine 90 ans au début du prochain siècle bénéficieront de technologies tellement extraordinaires qu'ils pourraient déjà atteindre des espérances de vie très longues. Et puis Google a déjà lancé des projets transhumanistes, des créations issues de la fusion entre machines et corps humains. Comme HAL, ce cerveau informatique composé de 16 000 processeurs qui avait réussi à apprendre tout seul. À force de visionner des vidéos sur Internet, il avait compris ce qu'est un chat. Guillaume, devenir immortel, c'est une des obsessions de la Silicon Valley, à tel point que la médecine est en passe de devenir une science de l'information à part entière. Effectivement, Marjorie, quand on parle d'informatique, habituellement, on cite la loi de Moore qui veut que les capacités des composants électroniques doublent tous les 18 mois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que sur un nombre croissant de domaines, les nanotechnologies, les biotechnologies, la neuroscience, l'intelligence artificielle, tout cela croît de manière exponentielle et surtout, Marjorie, tout cela se croise, ce qui va permettre d'utiliser au mieux les données dont vous parliez. Très concrètement, jusqu'ici, on avait des capteurs qui mesuraient notre activité. On est en train de travailler sur des autocollants invisibles qu'on va coller à même la peau, qui vont pouvoir nous scruter en permanence, et même des pilules dotées de caméras qui vont pouvoir voir ce qui se passe dans notre corps et rediffuser ça en direct chez le médecin. Le médecin va devenir un petit peu le coach de notre corps et surtout il aura accès à des données génétiques. Il y a aujourd'hui 250 000 Américains qui ont déjà accès aux 250 maladies qu'ils risquent de contracter un jour. Ça coûte le prix d'une place de football aujourd'hui, ça va bientôt coûter uniquement le prix d'une part de pizza, donc ça va vraiment devenir accessible à tout le monde. Tout le monde va avoir le potentiel d'allonger sa durée de vie et cette science-fiction devient réalité. Un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir immortel. Les incroyables prophéties de cet homme alimentent désormais de folles rumeurs. Vous allez voir, il va y avoir du changement. Sur les intentions de son employeur. En une de ce célèbre magazine américain il y a quelques mois, et si Google pouvait résoudre la mort, car les derniers projets de la firme sont assez troublants. Cette lentille de contact pour surveiller notre diabète, ou cette pilule de nanoparticules capable demain de détecter un cancer avant même qu'il ne se déclare. Officiellement, bien sûr, aucune volonté chez Google d'abolir la mort, mais notre santé intéresse de plus en plus ses dirigeants. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs? Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Et le géant ne lésine pas sur les moyens de prolonger nos vies. Dans son centre expérimental secret Google X, l'entreprise travaille avec des géants de l'industrie pharmaceutique comme Novartis. Et Google investit plusieurs milliards dans d'autres entreprises. Un laboratoire à la recherche d'anticorps pour doper nos cellules, une firme qui propose aux internautes de leur révéler les secrets de leurs gènes, ou même une filiale spécialisée dans la lutte contre le vieillissement. Peu à peu, Google investit tous les domaines les plus prometteurs de la recherche médicale. Une générosité qui, de la part d'une entreprise privée spécialisée dans la collecte de données personnelles, n'est peut-être pas totalement désintéressée. Le business de Google, c'est l'information sur les gens, c'est le contrôle des gens, c'est la maîtrise des gens. S'il est possible de connaître ou de prétendre que l'on connaît, de faire croire aux gens que l'on connaît, tous leurs déterminants de santé, tout leur avenir biologique, y compris leur longévité, c'est un élément de contrôle supplémentaire. Un tel projet commercial serait-il d'ailleurs destiné à l'humanité tout entière? Ces organes artificiels, ces prothèses de dernière génération accessibles à tous ou à une poignée de privilégiés?
Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building. They flew in from everywhere, then attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming. You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building. What did you do, Victor? I just did what I could for them. Things weren't even interested in me. They're just buzzing. Government sources admit the incident. Sorry.